Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans notre monde neuroatypique où il n'y a jamais de critique quand on est trop ou pas assez, car notre norme, c'est la sensibilité et la complexité. Tous les mardis, des réflexions et définitions pour mettre de la conscience et de la compassion sur nos surprenants systèmes personnels et relationnels. Un véritable laboratoire qui aide à comprendre et accepter notre passionnante complexité pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de faire un spécial autisme ou ADHD, comme on dit, pour les personnes qui ont un mélange d'autisme et de TDAH, et de vous parler des langages de l'amour neuroatypiques. Je savoure déjà cet épisode parce que pour moi c'est la complémentarité d'une vidéo que j'ai enregistrée il y a plus de 7 ans où je parlais, vous savez, de ces 5 langages de l'amour dont on parle souvent. Il y a les services rendus, le toucher, les cadeaux, les compliments ou paroles valorisantes et les moments de qualité. Et en fait à chaque fois j'étais un peu coincée parce que j'envoyais cette vidéo en expliquant que c'est important dans une relation de nommer les choses. On va encore parler d'être explicite, mais oui. Mais il y avait toujours un peu le problème qui revenait souvent, où les gens me disaient « Oui, mais moi j'ai l'impression un peu de tous les avoir et pas vraiment exactement comme ça ». Aujourd'hui, je vais vous faire la liste de tous les langages d'amour neuroatypiques, en tout cas que j'ai listés, que j'ai assumés, que j'ai découvert à travers toutes mes relations. Et après, ça serait très drôle qu'on s'amuse ensemble à pouvoir les remettre un petit peu en parallèle avec les 5, entre guillemets, les plus connus et pour les personnes neurotypiques. Alors, il va y avoir beaucoup de mots en anglais, je vous préviens, parce que c'est beaucoup de terminologies qui sont développées, ou en tout cas que moi j'ai découvert dans tous les réseaux américains, anglais, etc. Bref, merci les réseaux sociaux de m'avoir donné tellement d'infos. Pardon si j'ai pas de bonne traduction, n'hésitez pas en commentaire à me les proposer, parce que ça m'intéresserait, pour les personnes qui parlent pas du tout anglais, d'avoir un vrai lexique spécifique. Le premier, c'est ce qu'on appelle le info-dumping ou info-sharing, donc c'est un genre de déversement d'informations, et c'est vraiment très spécifique, je trouve. Moi, je l'ai souvent caché sous mon côté pipelette, mais il n'y a pas vraiment que ça. Parce que même des personnes qui parlent peu, dès qu'on va les brancher sur leur intérêt spécifique, on va plus pouvoir les arrêter. Et oui, c'est bien un langage de l'amour, parce que de vous partager cet intérêt spécifique, tout ce que la personne a appris, vraiment tous les petits détails, et de se laisser complètement emporter dans le flot et ce flux presque de cascade d'informations, ça demande une vraie relation, une vraie confiance, et aussi, vous l'aurez compris, c'est beaucoup de langages qui sont en fait des unmasking. Et on pourra en reparler, mais oser ne pas porter son masque et d'être franchement, pardon, mais bizarre dans une société qui nous demande d'être, encore une fois, avec d'autres langages de l'amour et une autre manière de se comporter. Oui, c'est un vrai langage de l'amour, c'est une vraie connexion et une preuve que la personne est en train de créer un lien très très fort avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que ce langage, il a évolué avec nos pratiques de tous les jours, et notamment les réseaux sociaux, où on va souvent avoir aussi le fameux sharing, donc où on va envoyer plein d'informations spécifiques pour les personnes que l'on aime, parce qu'on connaît leurs intérêts spécifiques, et donc c'est aussi une manière d'aller ramener des détails, des infos. Alors ça fait le jeu des algorithmes, c'est clair, mais voilà, et c'est comme ça que moi, par exemple, mon algorithme est persuadé que j'ai les cheveux bouclés ou les cheveux crépus, alors que pas du tout, j'ai les cheveux raides comme c'est pas permis, mais parce que j'ai envoyé plein de contenu à mes amis. Je me suis rendu compte un jour que j'avais beaucoup d'amis bouclettes, voilà, bon, bref, passons, beaucoup trop de détails. Dans le même genre, il y a une manière d'écouter qui est différente. J'ai appelé ça « dis-moi tout ». Et j'ai remarqué que, puisqu'on sait qu'on a des intérêts spécifiques, il y a une manière qui est un petit peu dans un seul sens, où on va demander à l'autre « raconte-moi ». Voilà, alors ça peut être « raconte-moi ta journée » ou « raconte-moi le dernier film » ou le dernier livre, ou peu importe les intérêts spécifiques que vous avez. Et c'est vraiment... Il y a un côté un peu one way, parce que c'est que dans un sens, c'est-à-dire que c'est que la même personne qui donne l'information, et l'autre va être dans une absorption très calme de tout ce qui se passe. Ça, je vais apporter une nuance, parce que quand on a un TDA, donc quand on est ADHD, on
on va avoir l'envie de jumper, de rejoindre très très vite et de faire du ping-pong en disant « Ah, ça me rappelle ça, est-ce que t'as lu ça ? Et moi j'ai vécu ça, etc. » Et ce jeu d'interaction qui n'est pas narcissique, qui n'est pas une reprise de parole, c'est vraiment « je danse avec toi et quand t'as fini de faire ton solo, moi je vais aller jongler et je vais t'apporter plein de choses. » Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique et que je ne retrouve absolument pas dans le monde neurotypique où les personnes n'aiment pas qu'on leur coupe la parole, qu'on dise je, etc. Parce qu'ils ont l'impression qu'on ramène à nous, alors que pas du tout, c'est vraiment cette excitation du partager et du je t'ai compris, ah mais oui, moi aussi je l'ai vécu, c'est bien ça, on est bien d'accord. Et ça va sur la troisième partie, un peu dans cette partie communication de langage de l'amour, c'est nommer. Et j'ai remarqué qu'il y avait une volonté très forte de partager les petits détails et de préciser à l'autre « j'ai vu ça ». J'ai vu ça, c'est réussi. Alors on va prendre un exemple de quelqu'un qui est fan d'animes, de manga et de petits personnages ou de Lego. Et je vais repérer, ah, t'as acheté le nouveau château, t'as construit cette nouvelle forêt ou ce nouveau set, etc. Je vais aller, encore une fois, entrer dans l'intérêt spécifique, le nommer précisément et le partager. Donc si vous avez des personnes neuroatypiques dans votre entourage qui font ça envers vous, c'est vraiment une belle marque d'amour. Dans un autre genre, il y a le respect des routines. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que j'adore. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura décodé comment fonctionne l'autre, puisque on a besoin de décoder le monde, on va essayer de faire exactement la même chose pour la personne, un petit peu comme la soutenir. Ça va d'ailleurs avec le support swapping, on en parlera. C'est-à-dire que je vais ranger le lave-vaisselle exactement comme t'aimes. Je vais te choisir et que si tu viens manger à la maison, je vais te donner l'assiette qui est bien séparée, où il n'y aura pas les aliments qui vont toucher les uns les autres. Si je sais que t'es du matin, je vais faire très attention à ce que ce soit bien et puis je vais te préparer ton petit thermos quand on va aller se balader avec la bonne température d'eau que tu aimes, etc. Ça, c'est vraiment très spécifique et ça pourrait être absolument anodin, mais c'est vraiment une manière qu'ont les personnes neuroatypiques de dire « je t'ai vu ». Ça me fait penser à dans Avatar, I See You. Il y a vraiment cette connexion très très forte à la spécificité de l'autre, parce qu'on sait de temps en temps que c'est pas juste un plaisir, mais ça peut parfois être un besoin, une nécessité. Notamment la question de la nourriture ou les questions des textures, ça peut être un déclencheur chez l'autre. Donc c'est vraiment une manière importante d'aimer. Et donc je vais continuer avec le support swapping. Alors, on pourrait traduire ça par c'est une doublure de vie. C'est-à-dire, je vais mettre à ta place et je vais faire quelque chose qui pourrait être un déclencheur pour toi, parce que ça va vraiment être difficile pour toi. Alors ça peut être des tout petits actes du quotidien, mais ça peut être aussi envoyer un texto ou passer un appel. Pour beaucoup de personnes, c'est très très compliqué d'appeler. Et ça va être aussi de remettre un peu les choses à leur place. Encore une fois, admettons, je viens manger chez toi, tu m'invites, je vais pas juste t'aider à ranger, je vais remettre exactement comment c'était. La déco, les petits objets, si on a un peu vidé la grande table pour pouvoir, je sais pas, faire des jeux de société, manger. Vous voyez, il y a cette notion encore une fois, d'attention aux détails, et qui est un véritable langage de l'amour parce qu'on sait à quel point quand on le reçoit, comme ça nous fait du bien de retrouver les choses à notre place. Ça, c'est vraiment si vous avez un ADHD et un autisme beaucoup plus fort. Parce que besoin de routine, besoin d'ancrage spécifique dans notre entourage avec des objets qu'on sait, qu'on connaît et qui sont bien rangés. Pour continuer avec les objets, il y a le penguin pebbling. Alors ça vient, vous savez peut-être, les pingouins s'offrent des petits cailloux. Et voilà, ça a été analysé par des spécialistes de pingouins. J'ai pas plus d'infos, mais j'en avais déjà entendu parler. Et donc c'est inspiré de ça. Ça veut dire, un peu comme les enfants, souvent on va vous offrir des petits objets. C'est très proche du langage de l'amour des cadeaux, si vous voulez, mais c'est pas dans la notion de cadeau. On l'offre parce que cet objet nous a fait penser à l'autre. Alors ça peut être pareil avec une photo. Moi, ça m'est arrivé très souvent de prendre en photo des choses qui étaient des symboliques, qui étaient des formes ou des textures ou avec des effets qui me rappelaient quelqu'un. Bref, que ce soit un caillou, un coquillage, une photo, c'est une manière de dire à l'autre « Hey, j'ai vu ça, je pense à toi, je t'aime ».
Et après, les 2 derniers sont un peu différents. Il y en a un qui est vraiment purement physique. Alors, j'ai envie de m'amuser à le comparer au toucher. C'est le squitch, c'est-à-dire le principe de la compression. Si vous êtes vous-même déjà dans le spectre où vous êtes en début de prédiag, etc., vous savez qu'une couverture lestée, c'est fabuleux. C'est un peu dans le même principe. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous serrer très 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 fort, de manière gentille, de manière joueuse, ça va nous remettre, et je dis nous tout de suite, parce que je me sens très concernée, ça va apaiser notre système nerveux, ça va faire qu'on ressent nos contours, et cette manière de pas juste faire une petite bise insupportable qui est frôle, là vous savez, ou les gens qui se serrent la main de manière toute molle, qui sont là sans être là. Bon bref, un vrai bon hug, un vrai câlin qui serre, voire même, moi j'avais des amis, je leur demandais de s'allonger sur moi. Donc ça c'était le niveau d'après, et ça faisait marrer, c'était rigolo, oh là là, on faisait des pyramides, vous voyez, des choses comme ça. On est dans la même logique, ça nous apaise, ça fait de la corrégulation, et c'est un toucher qui est contenant et qui fait du bien. Pour rester dans la thématique corporelle, il y a les jeux parallèles. Alors ça, c'est très visible, et vous connaissez sans doute si vous avez été diagnostiqué petit et jeune. Hélas, c'est comme moi, c'est des diagnostics qui sont très tardifs, il va falloir réinventer votre vie. Pourquoi ? En fait, le jeu parallèle, c'est d'être dans la même pièce, mais chacun fait son truc. Alors c'est très efficace, vous le faites peut-être déjà quand vous faites du coworking, et quand on se retrouvait avec des amis pour des vacances, et que c'était le moment, un peu chacun fait son truc, mais on est au même endroit. Vraiment cette capacité, cette demande même, à être seul mais ensemble, c'est vraiment quelque chose de spécifique parce qu'en fait, il n'y a pas de demande. Je te demande pas de jouer avec moi, je te demande pas de regarder ma série, je te demande même pas de commenter, et il y a peu d'interactions. Alors, il peut y en avoir, c'est pour ça que je le précise, c'est-à-dire que d'un seul coup, je peux dire « Ah, mais ça, c'est vraiment trop drôle, etc. » Mais ça va être 2 secondes. Donc, c'est un espace qui est très, très confortable parce que, à nouveau, il y a la corrégulation parce qu'il y a la présence, mais je suis pleinement dans ma bulle, on me dérange pas, et donc, c'est un espace où je vais me ressourcer. Et c'est quelque chose de tellement spécifique que quand on est adulte et qu'on n'a pas la chance d'avoir une famille avec qui on vit où chacun fonctionne comme ça et respecte ce principe, c'est très difficile. Parce qu'il y a soit on est ensemble et il veut y avoir des interactions, et ça va m'épuiser au bout d'un moment parce que mon système va saturer assez vite, ou alors je vais être trop seule parce que je vais pas réussir à trouver des personnes qui veulent jouer en parallèle. C'est pour ça que je disais qu'en tant qu'adulte, c'est une vraie redéfinition de la vie. Et n'hésitez pas à me partager si vous avez des idées ou des moyens pour pouvoir vivre comme ça, faire ça. Et le dernier, j'ai voulu finir par celui-là parce que j'en ai fait un métier. Mais en fait, je suis convaincue que c'est un langage de l'amour, c'est de résoudre des problèmes. Et c'est un peu problématique, j'en ai déjà parlé dans pourquoi on est des très bons sauveurs, sauveuses, et qu'on adore toujours se mettre au service, parce qu'en fait, on a une pensée extrêmement logique, on passe facilement en méta et on n'a pas de problème à montrer, à dire, et corriger n'est pas quelque chose de négatif. Et ça, je sais que c'est très très particulier, et donc c'est pour ça que ça fait très longtemps que je ne relationne plus en fait avec des personnes neurotypiques parce qu'elles détestent ça, que je pointe du doigt. Mais c'est un cadeau de dire « Ah, je vois que tu galères là, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. » Donc c'est très rationnel, c'est très logique. Et en effet, bien entendu, je vous en ai déjà parlé, à valider d'abord, est-ce que la personne veut votre conseil non sollicité, veut votre analyse non demandée. Moi, en tout cas, je le fais toujours. Mais c'est pour ça que je voulais terminer par ça. Ça va dépendre, bien entendu, de votre profil. N'empêche que si quelqu'un est souvent dans la résolution de problèmes, en fait c'est parce que, comme la vie est un peu un jeu de société, vous savez, ces petits jeux de construction, ces petits jeux de puzzle à trouver, il faut trouver une sortie. Et quand on a trouvé quelque chose, ça nous fait trop du bien. Puis alors en plus avec un TDA, j'ai l'impression qu'il y a un shoot de dopamine derrière, d'excitation d'avoir trouvé, qui est encore meilleur. J'avais très
très envie de vous partager tous ces langages de l'amour neuroatypique. C'est juste une petite partie. N'hésitez pas à me partager par rapport à votre profil, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est des spectres. Donc, quand on a, comme moi, plein d'étiquettes différentes dans les neuroatypies, on a des profils dits complexes, donc bien entendu, votre manière d'être, elle est la vôtre. Pourquoi je voulais faire cet épisode? Pour que vous puissiez l'envoyer aux personnes que vous aimez, qui de temps en temps vous comprennent pas, et aussi pour pouvoir lancer la discussion de « mais c'est quoi ton langage de l'amour à toi ?» et de proposer le vôtre, encore une fois, d'être dans une démarche proactive, franche, directe, claire, puisque la clarté, c'est un câlin, et d'aller dire aux personnes, voilà, quand je t'offre ce petit caillou, pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est une manière de te dire je t'aime. Et c'est très difficile de l'exprimer pour certaines personnes, de nommer ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. C'est une manière neutre. C'est moi qui dis je t'aime pour vous. Et comme ça, vous pouvez continuer à agir de la manière qui est la plus naturelle pour vous, la plus normale pour vous, mais qui est considérée comme un peu surprenante par la société. J'espère qu'avec cet épisode, vous sentirez votre jauge, votre réservoir d'amour se gonfler encore plus fort quand vous recevrez toutes ces attentions neuroatypiques. Et n'hésitez pas, lâchez-vous. Aimez de manière neuroatypique le plus intense possible. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.